même s'il ne parle pas beaucoup, Lapid, en fait, il a beaucoup d'influence Ouais. et risque d'être la surprise de ces élections. Comme chaque lundi, on va faire un petit tour d'horizon de la campagne électorale avec ces élections qui approchent, hein, puisque nous en sommes presque à 2 semaines. Demain, nous serons donc tout juste à 2 semaines des élections du 23 mars prochain. Et pour faire ce tour d'horizon de la campagne, nous sommes ce matin, comme chaque lundi matin, avec Richard Darmon. Richard, bonjour. Bonjour et shalom. Alors Richard, on va faire un peu donc ce tour d'horizon de la campagne. On va parler un peu des alliances qui se profilent, ou en tout cas qui pourraient se profiler entre les différents partis, entre les différents chefs de parti surtout. Et on va parler de Yair Lapid. Et la question qu'on se pose, est-ce que Yair Lapid serait-il prêt à soutenir Naftali Bennett comme Premier ministre de rotation afin de barrer la route à Benjamin Netanyahou? Il faut dire que Yair Lapid, aujourd'hui, dans les sondages, représente à peu près entre 18 et 19 mandats. Naftali Bennett, entre 11 et 12. Hein. C'est cela. Écoutez, à vrai dire, il y a une importante déclaration qu'a faite hier Yair Lapid et il est participé à un forum organisé par la chaîne, la deuxième chaîne israélienne, le canal 12. Et il a fait une importante déclaration qu'il faut lire entre les lignes. Je vous en donne un extrait. Il a dit ceci: devenir Premier ministre est moins important pour moi maintenant, car l'essentiel, a-t-il ajouté, est qu'un nouveau gouvernement soit formé pour Israël, un bon nouveau et raisonnable gouvernement, novateur à vrai dire. Il est important que Yesh Atid, a-t-il conclu, soit le premier parti au sein de ce gouvernement et que ce soit ses valeurs qui le guident. Fin de citation. Ce qui veut dire entre les lignes que beaucoup d'experts et de politologues ont interprété cette déclaration comme étant un tournant, peut-être le résultat d'entrevues secrètes ou de coups de téléphone secrets avec Naftali Bennett, qui est son ancien compagnon, puisqu'ils étaient ensemble dans l'un des gouvernements Netanyahou, ils ont été en bonne amitié. Et ces experts et les politologues ont dit que sans doute il y avait une alliance qui se tramait malgré les injures qu'ils s'envoient par bonne convenance, j'allais Ouais. dire, tous les jours. Alors en fait ça vient cette prédisposition de Lapid à laisser dans un premier temps la place à Bennett vient de 4 points positifs qui ont été engrangés par Yesh Atid cette semaine. D'abord, pour la première fois, eh bien, l'un des sondages importants qui a été fait pendant ce week-end a donné 20 sièges, et pas seulement 18 ou 19 à Yesh Atid. D'autre part, elle est la seule formation parmi toute la myriade de partis qui se présentent à ces élections qui, en fait, a avancé un programme en 10 points avec des axes socio-économiques et sécuritaires, ce qui n'est pas le cas du Likoud, ni le Nouvel Espoir, ni des partis, encore moins des partis religieux. Le troisième positif aussi, troisième point positif, c'est que justement le fait que Guidon Sarr, le parti du Nouvel Espoir, soit retombé dans les sondages et soit presque au coude à coude avec Bennett dans les derniers sondages, même s'il devance d'un ou deux sièges. C'est une bonne nouvelle pour Lapid, parce que ça permettra justement voyant donc le parti de Sarr affaibli, eh bien, passer plus facilement une alliance avec Bennett. Et il préférera justement soutenir éventuellement comme Bennett le subodore et le prévoit, une sorte d'année de rotation, c'est-à-dire en tout cas un Premier ministre qui serait Naftali Bennett, qui serait au pouvoir pendant un an Ouais. et auquel succéderait justement Lapid. Enfin, le dernier point, quatrième point avantageux pour Lapid, c'est que pour la première fois aussi, les sondages qui le donnaient avec un grand écart par rapport à Netanyahou, c'est-à-dire l'aptitude, comment voyez-vous, quel Premier ministre voyez-vous le mieux? Alors, il y avait un écart de 7 points cet écart a été réduit Mmh. et le fait est que les citoyens, même s'ils ne parlent pas beaucoup Lapid, en fait, il a beaucoup d'influence Ouais.
et il risque d'être la surprise de ces élections. Et ça vient porter un peu de l'eau au moulin de Benjamin Netanyahu, ces histoires, puisque Benjamin Netanyahu a fait une campagne, il continue de faire une campagne, justement sur le fait de dire que Bennett allait rejoindre Yair Lapid dans un gouvernement et que donc on se retrouverait avec un gouvernement donc à la tête avec Yair Lapid ou Naftali Bennett, mais en tout cas on se retrouvait avec une alliance Yair Lapid. Donc ça apporte un peu de l'eau au moulin de Benjamin Netanyahu. Certainement, le fait est que ça va dépendre aussi des scores finaux réalisés par chacun de ces partis. Si Lapid dépasse le seuil des 20 et se rapproche des 27, 28 du Likoud, il sera en position de tout force. exiger de Bennett et de Sar. Si c'est un peu en dessous, il pourrait laisser la préséance à Naftali Bennett, ne serait-ce que pour l'user au pouvoir pendant un an et prendre gaillardement sa place après. Alors, on va parler à présent un peu des formations de gauche, le Parti travailliste et Meretz. On voit que même si le Parti travailliste a connu ces dernières semaines une certaine hausse, une augmentation du nombre de mandats, en tout cas dans les sondages, le Parti Meretz dépasse très difficilement le seuil d'éligibilité. Comment vous expliquez cette marginalisation des partis de gauche, des formations de gauche? Eh bien, on en avait déjà parlé au début de cette chronique, mais là, les choses se sont bien éclaircies. Il y a plusieurs causes. Il y a une cause, j'allais dire, conjoncturelle sur la longue période, qui est la fin de la bipolarisation droite-gauche. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, 75% des Israéliens votent à droite et au centre, c'est-à-dire plutôt le centre-droite que le centre-gauche. Et d'après les sondages, les partis et groupes qui formaient la coalition Netanyahou en 2015, c'est-à-dire une coalition de 67 députés, avec donc les partis religieux, le Likoud, un peu de partis sionistes et Lieberman, eh bien aujourd'hui, ces partis, même s'ils concourent séparément, ils sont passés de 67 en 2015 à 80 en 2021, ce qui montre que l'électorat israélien a affermi sa position au centre-droite et à droite. Et puis, l'autre raison conjoncturelle, c'est que quand on pense qu'en 1992, le gouvernement Rabin, qui allait faire les accords d'Oslo, a compté 56 députés, dont des députés Meretz, c'est-à-dire il y avait 56 députés travaillistes et de Meretz, une gauche très forte. Aujourd'hui, cette gauche, elle a perdu 50 mandats, elle est tombée à 6, les 6 que prévoient les sondages pour le Parti travailliste si Meretz ne dépasse pas le seuil d'éligibilité. Alors, par contre, maintenant, les raisons de fond qui sont les plus intéressantes, eh bien, j'en vois de 4 sortes. D'abord, des raisons démographiques, puisque depuis 1990, les années 90, en 30 ans, la population israélienne a quasiment doublé, passant de 4,5 millions à 9,3 millions. Et au sein de cette population, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément d'immigrants de l'Union soviétique qui ne votent pas à gauche. Il y a des nouveaux immigrants venus d'Occident qui, eux aussi, ne votent pas à gauche, majoritairement. Et il y a une forte natalité dans le secteur religieux sioniste et religieux orthodoxe, donc qui pousse l'électorat du pays encore plus à droite. D'autre part, il y a des raisons sécuritaires patentes et évidentes. C'est l'échec des retraits territoriaux unilatéraux d'Israël qui ont été faits à la fois par Barak en mai 2000 du Sud-Liban et aussi en août 2005 par Sharon, qui était pourtant un gouvernant normalement issu du Likoud et qui avait fondé un parti centriste Kadima, le fameux retrait de Gaza, qui ont invalidé en fait la formule préconisée pendant des très longues années par la gauche, la paix en échange des territoires. Parce que ce que les Israéliens ont obtenu, et beaucoup d'Israéliens centristes ont constaté, c'est que cette formule, la paix en échange des territoires, elle était devenue une formule inverse, céder des territoires et vous aurez la guerre. Et donc, si vous voulez, ça a beaucoup compté pour la marginalisation des deux partis de gauche. Et puis, pour finir, il n'y a plus de majorité en Israël pour soutenir une nette majorité pour soutenir la fameuse solution des deux États avec Jérusalem comme capitale. Et ça, si vous voulez, et en plus, dans ce contexte, dernière raison, c'est que les Israéliens ont pu voir, d'ailleurs tout récemment avec la déclaration de Nissan Horowitz de Meretz hier, qui trouvait justifié que la Cour pénale internationale de l'Haye incrimine Israël pour des violations des droits de l'homme. Les Israéliens, même centristes, qui pourraient avoir des idées de gauche, sont un peu écœurés par le fait que ces politiciens d'aujourd'hui de la gauche sont les porte-voix de certains Européens, pays européens aussi à Israël. Et donc ça enfonce encore plus. Je pense que la déclaration d'Horowitz hier risque de lui coûter définitivement le fait de ne pas passer le seuil d'éligibilité. Et
pas parce que des gens de droite vont s'opposer à lui, mais c'est parce que c'est son propre électorat, ou en tout cas des centristes qui pourraient avoir certaines idées progressistes, qui sont hostiles à cette immixtion des nations étrangères dans la politique étrangère israélienne. Très bien, donc on verra, ce sera aussi un résultat qu'il faudra suivre le soir du 23 mars, résultat du Parti travailliste et du Parti Meretz, qui pourrait, comme vous allez dire, disparaître de l'échiquier politique israélien. On va parler à présent un peu de cette campagne, avec toujours dans cette campagne, il y a certains clips ou films qui sont diffusés, qui sont un peu scandaleux, et là, il y a vraiment un film qui a été diffusé qui est scandaleux, un dérapage publicitaire dans la campagne électorale avec l'Union du judaïsme par la Torah pour s'opposer à la récente décision de la Cour suprême israélienne de reconnaître les conversions au judaïsme effectuées en Israël par les réformistes et les conservatifs. Et donc un film qui a fait beaucoup parler de lui. Oui, il y a quelques jours, après que la Cour suprême israélienne ait rendu valide les conversions effectuées en Israël par les mouvements conservatifs et libéraux, et donc a donné accès au droit au retour à la nationalité israélienne en tant que juif à ces convertis, là, eh bien, l'Union du judaïsme par la Torah, en tout cas ses agents publicitaires pour la campagne, se sont déchaînés en sortant deux clips, l'un en hébreu, l'autre en anglais, mais avec les mêmes images où on voit principalement, pour une comparaison qui est vraiment au-delà de toute raison, en montrant, finalement, en comparant les convertis par ces mouvements, qui ne sont pas des mouvements officiels, disons, qui se siègent dans les Bate Din, dans les tribunaux rabbiniques israéliens, en comparant tout simplement ces convertis à des chiens. Alors, on voit un chien avec des lunettes de soleil, un bob, de kibbutznik et quelquefois une kippa sur la tête. Et dans la version en anglaise, il y a encore une chose encore pire, c'est que en faisant un jeu de mots sur le mot bar mitzvah, qui signifie donc la majorité religieuse juive, eh bien, en faisant un jeu de mots sur le mot qui signifie aboyer, aboiement, bark. Alors ils ont écrit c'était des bark mitzvah, c'est-à-dire ils ont qualifié tous ces juifs, enfin ces personnes qui se convertissent au judaïsme par ces mouvements-là, eh ben, ils les ont ramenés en comparant à des chiens, ce qui est quand même fort osé, et ça a déclenché beaucoup de protestations. Il faut dire que ce clip est intervenu le lendemain même, enfin en tout cas il a été publié le lendemain même du jour où l'un des députés leaders de l'Union du judaïsme par la Torah, le député orthodoxe Yitzhak Pindrus, avait qualifié les filles, surtout d'origine américaine, qui se sont converties par ces mouvements et qui servent dans le Sahel et qui sont des Israéliennes en toute chose, eh bien, il les avait qualifiées d'un adjectif péjoratif de shiksa, c'est-à-dire en yiddish de goyot. Franchement, l'union du judaïsme par la Torah fait tout sauf unifié par la Torah en faisant ces dérapages et donc n'ajoute pas, je dirais, au mauvais climat de la campagne avec des clips aussi scandaleux. Voilà, en tout cas, c'est des clips, je crois qu'ils ont été retirés aussi immédiatement après justement oui, il faut le dire, le tollé que ça a déclenché. Non, mais le mal avait été fait déjà. En tout cas, merci Richard de ces précisions concernant donc cette campagne électorale. On rappelle que les élections auront lieu le 23 mars et on aura aussi d'ailleurs l'occasion d'en parler puisque nous avons hier enregistré le grand débat des représentants francophones des partis israéliens, un débat qui se décomposait en 5 parties qui sera diffusé à partir d'aujourd'hui sur Studio Kelita pendant toute la semaine. Et puis aussi, vous avez peut-être pu le suivre, nous avons rencontré des chefs de parti, nous avons déjà rencontré Gideon Sa'ar et Naftali Bennett et nous allons continuer à rencontrer des responsables, des chefs de parti, des responsables des partis israéliens pour vous amener donc justement la voix de ces partis et pour que vous puissiez avoir une idée pour qui voter le 23 mars prochain. Et nous retrouverons Richard la semaine prochaine. Ça sera juste une semaine avant les élections. Merci beaucoup Richard, bonne journée à vous. Au revoir et bonne journée. Merci.